Je suis Philippe Garric. Bienvenue à cette vidéo intitulée « Le bonheur taille unique ». L'idée de cette vidéo est née d'un micro-accompagnement que j'ai fait il y a quelques années avec une participante, un stage qui, lors d'une relaxation, se met à pleurer, ce qui n'est a priori pas l'objectif d'une relaxation. Et sur le temps de pause de la demi-journée, je prends un temps de discussion avec elle pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et elle me dit qu'elle est triste, mais qu'elle ne sait pas pourquoi elle est triste. Parce qu'elle n'a aucune raison d'être triste. Et je lui partage que j'ai une croyance, c'est que si je n'ai aucune raison d'être triste, a priori, je ne suis pas triste. Et à ce moment-là, elle me dit quelque chose qui m'a marqué. Elle me dit, mais j'ai un super mari, j'ai des super enfants, j'adore mon boulot, j'aime beaucoup ma maison, me dit-elle toujours en pleurant. Et à ce moment-là, je réalise à quel point nous pouvons être malheureux dans une vie qui, pour autant, semble correspondre à des critères de bonheur. Et peut-être qu'effectivement, nous avons appris qu'être heureux, ça voulait dire avoir un bon conjoint, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un super boulot. Et en même temps, j'ai l'impression que tout ça, c'est peut-être pas suffisant pour être heureux. C'est-à-dire peut-être qu'il me manque quelque chose qui est vraiment important pour moi. Ou peut-être que ce super conjoint, ce super boulot, c'est peut-être super pour un tas de gens, mais pas super pour moi. Et c'est comme si, dans certains domaines de vie, il y avait une sorte de norme. Voilà, si j'ai ça, je suis heureux. Ce que j'appelle le bonheur taille unique, un peu, vous savez, comme les vêtements taille unique qui vous sont vendus, comme si tous les humains allaient rentrer tous dans les vêtements taille unique. Personnellement, concernant les vêtements ou le bonheur en taille unique, je me rends compte que je suis un peu engoncé dedans. Et donc c'est comme si nous pouvions définir une norme du bonheur, et avec cette idée que si je me conforme à ça, je serai heureux. Et ça, c'est quelque chose que notre mental sait très bien faire. Lui, il est capable de définir des normes, des critères, et dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le fonctionnement du cerveau, il y a une autre partie de notre cerveau qui est le cerveau émotionnel qui lui se moque de tout ce qui est critère, se moque de ce qui devrait être. Lui, il n'est qu'en prise avec ce qui est. Et donc si à l'instant je suis triste, c'est qu'a priori il y a un de mes besoins importants qui n'est pas nourri. Et il se trouve que cette personne dont je vous parle, ça faisait, si je me souviens bien, 3 ans qu'elle pleurait de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, et disait-elle pour rien, c'est-à-dire qu'encore une fois elle voyait l'événement et non pas qu'est-ce que l'événement vient toucher chez elle. Et il se trouve que ce que son cerveau émotionnel est en train de lui dire, c'est que son père était mort il y a 3 ans et qu'il y a quelque chose qu'elle n'avait pas pu dire, transformer, évacuer, et que son cerveau émotionnel était en lien avec ça. Et donc, voilà, se répéter que j'ai tout pour être heureux, ça ne suffit pas à être heureux. Et une des raisons d'être de cette vidéo, c'est de nous inviter à trouver notre propre norme, nos propres critères du bonheur, qui peuvent être très différents de ce que la société nous propose, très différents de ce que notre famille, notre environnement amical nous invite à vivre. Et en même temps, qui mieux que moi peut savoir ce qui est bon pour moi? Qui mieux que moi? J'ai croisé dans ma vie plusieurs personnes qui ont voulu me convaincre que pour être heureux, il fallait être comme ci, comme ça, et je suis convaincu d'avoir fait la même chose avec d'autres personnes, comme si nous pouvions être détenteurs d'une vérité vraie pour tout le monde. Je crois qu'elle n'existe pas. Alors parfois quand je partage cette idée-là, je vois des personnes qui s'inquiètent, qui disent mais oui mais quand même il faut quand même qu'on ait des normes pour vivre ensemble. Je suis d'accord avec cette idée que nous avons des normes à trouver pour vivre ensemble, c'est-à-dire des manières communes de fonctionner. Mais peut-être que ces manières-là sont aussi à inventer et à rendre vivantes, c'est-à-dire à peut-être faire évoluer dans le temps, plutôt que de se conformer à ce que nos parents nous ont appris, qu'ils l'ont même appris de leurs parents, qu'ils apprenaient de leurs parents. Et vous voyez bien que si nous commençons à remonter comme ça, nous allons vite nous rendre compte que nous appliquons aujourd'hui des principes de vie qui sont hérités de personnes qui ne vivaient pas la vie que nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas notre vie aujourd'hui. Et du coup, peut-être que dans les choix que je vais faire de suivre tel ou tel chemin, dans certains cas,
je vais effectivement prendre des chemins qui vont être ardus, difficiles, et peut-être que les gens qui m'aiment souhaiteraient que je ne les prenne pas, et en même temps c'est peut-être ce chemin-là que j'ai à prendre. J'ai peut-être à traverser cette épreuve-là pour apprendre quelque chose qui va me permettre après d'être encore mieux que je ne l'étais avant. C'est pas parce qu'à un moment donné un modèle m'a rendu heureux, un certain travail, une certaine relation de couple, un certain lieu de vie, que forcément 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, c'est toujours vrai. Donc peut-être que je vais devoir lâcher ça, et c'est peut-être une épreuve, reprendre des études, revivre des moments d'inconfort pour aller vers un peu plus de bonheur, une vie un peu plus belle après. Et puis dans certains cas, les choix que je vais faire, qui vont déplaire aux autres, sont peut-être simplement mes critères du bonheur. Peut-être que pour certains, être heureux, c'est être en couple. Peut-être que pour d'autres, c'est rester libre de ses mouvements. Peut-être que pour d'autres, c'est être en couple et rester libre de ses mouvements. Et je nous invite vraiment à nous poser la question, non pas de qu'est-ce que la norme nous invite à faire, mais qu'est-ce que nous voudrions mettre en œuvre, mettre en place dans notre vie pour être heureux comme statut social, quelle est l'éducation qui nous semblerait juste, l'alimentation qui peut nous sembler juste, la sexualité qui peut nous sembler juste, les opinions politiques qui peuvent nous sembler justes, la démarche spirituelle qui peut nous sembler juste. L'idée n'étant pas de choquer l'autre, l'idée c'est pas d'adopter tel ou tel point de vue pour juste dire j'existe parce que je ne suis pas comme vous, simplement parce que c'est ça mon chemin. Et que ce soit vraiment un chemin tranquille qui peut-être nous permet d'expliquer aux autres que si je ne suis pas comme eux, c'est pas parce que je considère qu'ils ne sont pas bien, et c'est pas parce que je fais une erreur, c'est juste parce que nous sommes différents. En même temps, nous gagnons à être vigilants parce que si je suis mon chemin et qu'à un moment donné je me rends compte que ce qui me rendrait heureux c'est telle et telle et telle chose, je peux très rapidement moi-même recréer une norme dans laquelle je vais moi aussi m'enfermer. Parce qu'à une époque, j'ai fait ce choix de vie, et ben je continue 15 ans après à le maintenir, alors que moi j'ai évolué, et que peut-être ce qui me rendait heureux il y a 15 ans ne me rendrait pas heureux aujourd'hui. L'exemple que je prends parfois pour expliquer ça, c'est la première voiture qui m'a été offerte, c'était une Super 5 bleu métallisé, avec un autoradio qui se retirait comme ça, et j'étais fier comme Bartabas d'être au volant de cette voiture. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, je prendrais autant de plaisir à la conduire. Voilà, quand je me souviens de sa consommation, à quel point elle était raide, etc. Mais à l'époque, c'était tout à fait ce qui était bon pour moi. Et je ne vais pas me mettre à acheter des Super 5 toute ma vie, sous prétexte que quand j'avais 18 ou 20 ans, cette voiture-là, je la trouvais extraordinaire. Et ce qui est vrai pour la voiture va être vrai pour tous nos domaines de vie. Donc ces critères du bonheur, ces indices, ces indicateurs de quel est le chemin qui me rend heureux sont à revisiter régulièrement. Et là, il y a un truc qui vient à l'esprit, c'est un couple de formateurs que j'ai rencontré sur mon parcours de formation, qui avait comme pratique chaque année, à date anniversaire, de manger ensemble et de partager ensemble tout ce qu'ils avaient aimé dans la relation qu'ils ont nourrie depuis un an. Partager aussi ce qu'ils souhaiteraient voir évoluer pour que la relation reste satisfaisante ou vivante. Et à l'issue de ce temps qu'ils partageaient ensemble, une espèce de temps de bilan, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on repart pour un an? Voilà, et je trouve que c'est une belle manière de garder nos relations vivantes. Même si je sais déjà que dans ceux qui m'écoutent, comme dans ceux à qui je le partage parfois, ça peut réveiller des peurs du « Oh, mon Dieu, mais ça veut dire que demain ça peut s'arrêter ». Je dirais que nous pouvons nous détendre, que nous fassions ou pas ce temps-là, notre relation peut s'arrêter, comme tout peut s'arrêter. Simplement, le fait de se poser la question nous donne peut-être plus de chances de pouvoir la faire perdurer dans quelque chose de vivant. Et du coup, quand nous croisons des gens qui ont fait d'autres choix que nous, spirituellement, politiquement, sexuellement, au niveau de leur statut social, de leur activité, de leur source de revenus, nous pouvons être dérangés parce que du coup ça vient questionner le « oui mais moi, ils font pas comme moi, ils ont l'air d'être heureux et moi je vois que ça me pèse des fois la norme ».
Et du coup, notre tentation, c'est plutôt de faire rentrer l'autre dans le rang, peut-être, que de s'interroger sur nous-mêmes. Et du coup, je veux profiter de cette vidéo pour remercier ce que j'appelle les dissidents de la norme. C'est-à-dire toutes les personnes que j'ai croisées, que nous soyons devenus amis, ou parfois pas amis, tellement sur le moment ça m'a agacé, qui sont venus me déranger parce que ils avaient un mode de vie différent du mien, parce qu'ils avaient une vision du couple différente de la mienne, parce qu'ils concevaient le travail autrement que comme je le conçois moi. Ils avaient des sources de revenus différentes de celles que j'ai pu choisir moi. Ils adhéraient à des partis politiques auxquels je n'adhérais pas. Je n'adhère à aucun parti politique. Parce que chacune de ces personnes-là m'a permis de questionner mon modèle du bonheur, mon modèle du monde, et dans certains cas me permettre de me conforter dans l'idée que le choix que j'avais fait, c'était vraiment le bon choix pour moi, que le choix qu'ils me proposaient, par le modèle qu'il pouvait être, n'était pas le bon choix. Puis dans certains cas, j'ai pu voir aussi qu'ils m'ont permis de faire évoluer mon modèle. Et en même temps, dans ces nombreux dissidents, j'ai une gratitude toute particulière pour ceux qui sont différents de moi et en même temps n'ont jamais cherché à me faire changer. Ils ont juste été eux-mêmes. Et je suis convaincu que le meilleur moyen d'aider quelqu'un à trouver son modèle, trouver son chemin et évoluer, c'est absolument pas de se présenter comme le modèle et de chercher à le convaincre. Je ne suis pas un grand partisan du prosélytisme, mais simplement d'être ce que je suis. Et si je suis bien dans ce que je suis, alors je montre un modèle possible. Et si ce modèle-là a du sens pour l'autre, il y a plus de chances qu'il le prenne. Voilà. Je peux voir par exemple que j'ai fait évoluer mon alimentation en côtoyant des personnes qui sont végétariens ou qui mangent cru, sans pour autant devenir pour l'instant en tout cas végétarien ou manger cru. Simplement parce que je les voyais faire, je voyais leur vie, ils avaient l'air d'être bien avec cette alimentation-là, et que je sentais que j'avais tout l'espace de liberté pour prendre le bout que j'avais envie de prendre dans ce qu'ils me proposaient. Et avec ces bouts que j'ai pu prendre de chaque rencontre, je construis et je fais évoluer mon modèle du monde. Et pour ceux qui auraient peur que si chacun suit son modèle du monde, alors c'est la société qui s'écroule, je voudrais simplement dire que pour moi, nous sommes libres de choisir les modèles et nos modes de vie à partir du moment où ils sont bons pour nous, tant que mon choix de modèle n'impacte pas directement l'autre. Quand je dis directement l'autre, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de vivre au quotidien. Par exemple, si demain je décide de manger cru, ça n'impacte que moi, ça ne va pas vous impacter vous. Si demain je fais le choix d'être homosexuel, même si la dichotomie hétérosexuel et homosexuel n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais voilà, en même temps que je devienne homosexuel, ça ne va impacter que mon conjoint. Ça ne va pas vous impacter vous, sauf si vous êtes mon conjoint. Donc, j'allais dire dans ces cas-là, je peux laisser l'autre libre du choix qu'il est en train de faire. Et que si je le vis mal, c'est probablement que ce qui me dérange chez l'autre est un éclairage, un effet miroir de quelque chose que j'ai à regarder chez moi. Après, effectivement, ma liberté va s'arrêter là où elle impacte l'autre. C'est-à-dire que si je me mets à rouler ivre en ville à 100 km/h, là, c'est évident que mon comportement peut impacter l'autre directement. Le piéton, l'autre automobiliste. Et là, effectivement, j'ai peut-être à prendre conscience que mon comportement impacte l'autre et voir comment je peux mettre en place des comportements qui œuvrent pour le bien de l'ensemble et pas uniquement pour ma personne. Pour autant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choix que nous pouvons faire dans notre vie qui n'impactent pas les gens en général, qui impactent notre environnement proche, notre conjoint, nos enfants, nos amis. Et c'est pas parce que ça les impacte que je dois y renoncer, c'est juste que peut-être à aménager la manière dont je vais le faire. Et pour ceux qui resteraient encore sceptiques sur cette idée qu'il n'y a pas de normes et que quand on ne fait pas bien, il faut remettre les gens dans le droit chemin, je voudrais simplement leur rappeler qu'il y a une époque où les humains pensaient que la Terre était plate. Et que si quelqu'un avait le malheur de dire qu'elle était ronde, on le brûlait pour ça. Il n'était pas dans la norme. Il était dangereux. En fait, ça n'a jamais changé la forme de la Terre, qu'on décrète qu'elle soit plate ou ronde. La Terre a toujours été la Terre. Simplement le fait que des personnes
pense qu'elle était plate et refuse d'entendre qu'elle pourrait être autre chose que plate, a ralenti un certain nombre de choses qui auraient pu arriver peut-être plus tôt, par exemple découvrir de nouveaux continents. Si nous savions qu'elle était ronde, c'était peut-être plus facile d'oser partir parce que je savais que j'allais revenir au point de départ. Alors que si elle est plate et que je pense qu'au bout ça tombe, ben, effectivement je vais retarder ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des pans de notre vie, quand je dis notre vie, c'est notre vie à nous, mais aussi la vie de la société dans laquelle nous sommes, où nous refusons tellement de voir le monde autrement que nous retardons des choses qui inéluctablement vont arriver. De mon point de vue, c'est juste le sens de la vie. Et simplement, nous luttons contre ça. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite de trouver votre chemin, de définir les critères vivants du bonheur pour vous et d'offrir ce magnifique exemple d'un être accompli et heureux, en tout cas le plus souvent possible, pour donner envie à d'autres gens de trouver leur propre chemin, qui sera sûrement différent du vôtre et du mien. Je vous souhaite une belle vie, à bientôt, au revoir.